Bonjour à tous et merci d'être là. Donc je me présente, je suis Asman Yalaoui. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui au sujet du sujet e-commerce. Donc moi je suis directeur associé au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Inetom Consulting. Et nous avons un panel qui est composé de 5 experts du domaine du e-commerce, en la personne de Jean-Michel Garneri. Donc Jean-Michel est PDG de LRPI Remanufacturing, qui est une entreprise dans le domaine industriel et dans le domaine de l'économie circulaire. Il est anciennement président de l'ASLOG, donc l'association de la logistique française, actuellement président de France Supply Chain International. Et par le passé, il a été COO de Cadensis, donc groupe Renault-Nissan, et VP Supply Chain Europe de vente privée, donc de VP. Et à ce titre-là, il a été l'un des précurseurs, je dirais, dans le domaine du e-commerce et il partagera avec nous son expérience tout à l'heure. Bonjour, Monsieur Garneri. Avec nous également, Monsieur Mohamed Talal, qui est fondateur et président-directeur général de La Voie Express, donc acteur de référence dans le domaine de la logistique de la messagerie au Maroc. Il est également vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc, président de la commission TPE-PME de la CGEM, et également fondateur et PDG de Seos Technologies, qui est donc une filiale du groupe La Voie Express et qui est dans le domaine des consignes automatiques. Et ce sera également intéressant que C. Mohamed nous donne un petit peu son point de vue, son retour d'expérience dans ce domaine-là. Également avec nous Hicham Kiten, qui est donc directeur général de Jumia Logistics Service, donc acteur de référence du e-commerce au Maroc, anciennement directeur supply chain du groupe La Belle Vie et ayant également une longue expérience en tant que consultant dans le domaine de la supply chain aussi bien en Europe qu'au Maroc. Monsieur Olivier Pillon, donc directeur exécutif en charge de la supply chain et de la DSI pour Marjan Group, donc l'un des piliers de la GMS au Maroc, anciennement directeur supply chain chez Édouard Leclerc, directeur des flux supply chain également auparavant au groupe Casino et également consultant dans une ancienne vie auprès de IBM Business Consulting Service. Enfin, Monsieur Mehdi Jakani, qui est donc un expert dans le domaine du digital, actuellement directeur e-commerce chez Kitea. Il est head e-commerce, il a été auparavant head du e-commerce au sein du groupe Marjan et également manager e-commerce chez Electroplanet. Voilà. Donc, messieurs, bienvenue. Merci de votre participation. Donc, la thématique de cette table ronde s'intitule « Quelles solutions pour répondre aux défis du e-commerce et de la réalité de l'omnicanalité d'aujourd'hui et de demain ». Vous l'aurez compris, la thématique du e-commerce qu'on va adresser avec nos participants. Alors, juste une très brève introduction sur le e-commerce. Donc, c'est un canal qui est un peu à ses débuts, on va dire, en Afrique. Le taux de pénétration est encore relativement faible. On est autour de 1% de pénétration du e-commerce en Afrique en comparaison avec d'autres pays. Par exemple, on est à 12% aux États-Unis et à 20% en Chine, qui sont les pays précurseurs. C'est vrai que le Covid a été un événement un peu accélérateur dans le développement du e-commerce, pour les raisons que vous imaginez. Aujourd'hui, le e-commerce se développe pas mal dans le domaine du food, du fashion, des produits de beauté, de l'électronique et de plus en plus également dans les FMCG. C'est également un canal qui est stratégique dans des pays comme l'Afrique parce que c'est une ouverture sur le monde et c'est un canal qui permet, même quand on est un simple artisan au fin fond du Maroc, d'avoir une vitrine qui permet de commercialiser et d'exporter partout dans le monde. Donc à ce titre, le e-commerce, c'est vraiment un booster notamment de l'économie sociale et solidaire et pas uniquement de l'économie et de la distribution structurée moderne. Voilà, donc bon, le développement du e-commerce est encore freiné pour le moment en partie par des raisons logistiques, notamment dans le rural. C'est vrai que sur l'urbain, c'est assez développé, mais dès qu'on sort des grandes villes, la distribution, la livraison est un peu plus compliquée, a encore besoin de se structurer. On a encore dans des pays africains
cette appréhension par rapport à ce canal e-commerce qu'on regarde avec méfiance, on a toujours peur des arnaques, on n'a pas envie de faire du prépayé. Bon, voilà. Donc il y a un peu d'acculturation à faire autour de ça. Mais voilà, donc c'est surtout un travail à faire au niveau de la connaissance, de la connaissance de ce canal. Mais disons que, voilà, encore une fois, le Covid a joué un peu le déclencheur qui fait que je pense que la plupart autour de la salle, plus ou moins, est déjà passé par ce canal pour faire des commandes. Et in fine, il est en train de faire son petit bonhomme de chemin dans nos habitudes de consommation. Voilà, donc voilà, en petite introduction. Bon, le Maroc, on est 6e aujourd'hui en Afrique en termes de développement du e-commerce, selon le classement e-commerce de la CNUSED. Donc on est derrière notamment l'île Maurice, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Nigeria et le Kenya. Il est en forte croissance et on peut corréler ça aussi à l'évolution des paiements électroniques qui sont en augmentation de plus de 20% annuellement. Voilà. Il y aurait, selon une étude récente, un peu plus d'1 millier de sites marchands électroniques à fin 2020 au Maroc. Mais tout ça est bien sûr en très, très rapide évolution et c'est ce qu'on va voir avec nos invités. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on traite cette table ronde en 2 étapes. La première étape, c'est déjà de faire brosser un tableau sur, non pas c'est quoi le e-commerce, bon, je pense qu'on sait à peu près ce que c'est, mais en quoi est-ce que le e-commerce induit des changements dans les habitudes de consommation et en termes de modèle aussi au niveau des marchands et des logisticiens, en quoi est-ce que ce canal e-commerce apporte un changement de paradigme auquel il faut s'adapter. On ne fait pas du e-commerce comme on fait de la distrib classique, il y a vraiment un changement dans les habitudes de consommation qu'il faudra voir. Et dans un deuxième temps, on verra, vu par l'œil du logisticien, en quoi le e-commerce implique des transformations qui doivent être faites au niveau des organisations, que ce soit au niveau des marchands, au niveau des logisticiens, pour s'adapter à ces nouvelles habitudes de consommation. Voilà. Donc sans plus attendre, peut-être m'adresser à vous, Monsieur Garnéry, pour commencer. Avec plaisir. Donc voilà, le e-commerce, quelque part dans les discussions qu'on a eues un petit peu en préparation de cette table ronde, il y a un mot qui est revenu régulièrement d'ailleurs auprès de plusieurs d'entre vous, qui est une notion de promesse. C'est-à-dire que dans le e-commerce, le client attend une promesse, en tout cas le marchand fait une promesse à son client qu'il ne faut pas décevoir. Alors en quoi consiste cette promesse et en quoi est-ce qu'elle engage le marchand ? Oui, absolument. Je crois que c'est vraiment le mot-clé, l'un des mots-clés en tous les cas de cette activité, puisque par nature, on est loin du produit, donc on ne va pas pouvoir le toucher, on ne va pas pouvoir le comprendre, puisqu'il est sur une image. Donc déjà, ce qui est important, c'est que pour pouvoir ne pas décevoir le consommateur, il est important que déjà l'image, le produit tel qu'il va être présenté doit vraiment refléter ce qu'il est réellement et surtout pas trop jouer avec Photoshop ou d'autres systèmes pour embellir un produit qui ne serait pas le même quand il va arriver. Donc ça, c'est la première chose. Et puis derrière, ce produit qu'on attend, ce promesse produit, on a aussi la promesse du délai de livraison. Et j'insiste, c'est sûr que nos amis d'Amazon et autres font des promesses extraordinaires et d'ailleurs arrivent à les tenir en Europe, je ne sais pas au Maroc, mais on s'est aperçu quand même que oui, il faut aller vite en livraison, mais ce qui est encore plus important, c'est de tenir sa promesse. C'est-à-dire que promettre à quelqu'un que le produit va arriver en 24 heures, alors qu'on sait pertinemment qu'il va arriver en 48 heures, c'est une grave erreur. Il vaut mieux dire je vais te livrer ton produit en 48 heures et tu l'auras en 48 heures. Parce que si on ne tient pas sa promesse, il y a un effet déceptif qui est vraiment rapide, et on en parlait tout à l'heure aussi en préparant cette table ronde. Et la déception, elle va être très vite virale, parce qu'autant vous dire que les réseaux sociaux, ils ne nous ratent pas si on ne tient pas nos promesses. Alors, si vous me le permettez, je voudrais, moi, mettre ce e-commerce en tant que canal de distribution d'une organisation omnicanale. Et on va voir que le consommateur, il vient au e-commerce, mais en fait, il a changé sa relation, notamment avec les marques. Si on est dans le domaine du fashion, de la mode, en fait,
alors il y a un mot savant hein, de consultant. On parle aujourd'hui de consommateurs ubiquitaires. Donc ubiquitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour acheter un produit, on va peut-être commencer à aller regarder sur Internet et s'informer. Ensuite, on va peut-être pas le commander sur Internet, on va aller en magasin. On va l'essayer. Peut-être dire au magasin, non, mais tu me l'expédies chez moi parce que j'ai d'autres courses à faire. Et donc, on va passer sur différents canaux de distribution. Et donc, c'est des enjeux très importants aussi du e-commerce, c'est de s'insérer dans l'ensemble des canaux de distribution pour faire en sorte que si le produit que j'ai vu sur la plateforme Internet, quand j'arrive à un magasin, c'est pas la même chose, c'est différent, etc., ben, je vais perdre mon consommateur, je vais perdre ma relation que j'ai de marque avec mon consommateur. Donc le e-commerce s'est complexifié aussi dans le fait qu'on n'est plus en multicanal, on est vraiment dans des organisations omnicanales où tous les canaux s'entrecroisent entre eux. Et on verra tout à l'heure qu'en logistique, c'est un sacré boulot de pouvoir gérer des organisations logistiques omnicanales. Merci, Monsieur Garneri. Alors, dans le même sillage, je vais m'adresser à vous, Monsieur Pillon. Bon, déjà, est-ce que vous avez des commentaires ou des compléments par rapport à l'intervention de Monsieur Garneri? Et surtout, vous, venant du monde du food et de la GMS, quelle particularité la GMS présente-t-elle dans les habitudes de consommation et dans cette promesse client au niveau du e-commerce? Bonjour. Alors c'est vrai que le e-commerce alimentaire est assez différent du e-commerce non alimentaire. Autant le développement du e-commerce non alimentaire depuis plus de 20 ans s'est fait d'abord par une promesse sur le prix. C'est vrai qu'au début du commerce non alimentaire, ce qui a attiré les gens, c'est d'avoir des prix beaucoup plus bas que ce qu'ils pouvaient trouver en magasin. Donc d'abord le prix, ensuite l'offre. C'est vrai qu'on trouve sur les grandes marketplaces des offres qui sont absolument inimaginables, qu'on ne peut pas trouver en magasin. Les ordres de grandeur, dans un grand magasin, un hypermarché, vous allez avoir le nombre de références va se compter en dizaines de milliers, 30 000, 40 000, 50 000 références. Sur des grandes marketplaces comme Cdiscount, Amazon ou Jumia, on compte en millions. Donc ça va de 5 millions, 10 millions, 50 millions, 100 millions de références. Ces chiffres sont tellement énormes qu'on peut pas c'est difficile à imaginer. Et enfin, en dernier lieu, c'est vrai, c'est l'expérience client. Mais sur le non alimentaire, les gens viennent d'abord pour le prix et l'offre. En alimentaire, c'est différent, parce qu'en alimentaire, le e-commerce, on vous rapproche votre magasin habituel, votre hypermarché, votre supermarché de chez vous. Vous allez y retrouver les mêmes produits, la même offre, au même prix. Donc sur le e-commerce alimentaire, tout se joue sur l'expérience client. La proposition de valeur, c'est justement l'expérience client. Les courses alimentaires, c'est pas toujours un plaisir pour tout le monde. Pour certains, c'est même une corvée qu'on doit faire toutes les semaines. Et donc toute la proposition de valeur du e-commerce alimentaire, c'est de rendre cette corvée plus agréable, plus facile, plus rapide. Et ce n'est pas une mince affaire. Moi, je me rappelle au début du e-commerce alimentaire, il y a plus de 20 ans, ça m'est arrivé en tant que client de faire mes courses sur des sites web pour me faire livrer à domicile et de passer parfois plus de 2 heures pour arriver à mettre 30 articles dans mon panier. Et à la fin, je me disais, mais en fait, je serais allé en magasin, ça aurait été plus rapide. Et sur des courses alimentaires, on va commander beaucoup plus d'articles que sur des courses non alimentaires. Dans votre panier de courses hebdomadaire, vous allez commander facilement 30, 40, 50, 100 articles. Donc vous voyez, pour que l'exercice soit agréable et rapide, c'est loin d'être une évidence. Et aujourd'hui, on arrive à faire des applications de commande ou des sites, mais on est de plus en plus sur des applications mobiles qui permettent en quelques minutes, quelques dizaines de minutes, de faire votre panier de courses avec une trentaine d'articles ou beaucoup plus, de manière fluide, agréable et rapide. Donc la première étape de l'expérience client, c'est la commande. Et il faut qu'elle soit agréable. Et ensuite, on arrive à l'instant fatidique de la livraison. Et là, on va plus parler de promesses clients. Et sur l'alimentaire, on ne va pas avoir une promesse, mais on va avoir plusieurs promesses, essentiellement 3 promesses clients.
La première, c'est le respect du créneau de livraison. C'est vrai que si en général, vous pouvez choisir votre créneau de livraison ou l'heure de livraison. Vous avez choisi une heure qui vous arrange, parce que c'est l'heure où vous serez disponible. Si le livreur arrive plus tôt ou plus tard, ça ne vous arrange pas forcément. Et puis en plus, souvent, vous faites votre course, vos courses alimentaires vont servir à votre prochain repas. Si vous avez prévu une livraison à 17 h, dont certains produits doivent vous servir pour votre dîner, ben, si le livreur arrive à 20 h 30, vous ne serez pas très content. Donc la première promesse, c'est le respect du créneau de livraison et d'une manière précise. La deuxième, c'est la complétude de la commande. Là encore, vous avez commandé 30 articles, 50 articles, et chaque article a une importance, et parfois plusieurs articles sont reliés. Par exemple, vous avez commandé, vous vouliez faire un gâteau, donc vous avez commandé de la farine, du beurre, des œufs, du chocolat, avec d'autres articles pour le reste de vos courses. On vous livre, il y a presque tout. On vous livre 49 articles sur 50, mais il manque la farine. Il est 18 h, c'est un peu énervant, il faut ressortir. Vous allez prendre votre voiture pour aller acheter de la farine. Donc ce genre de choses, il ne faut pas que ça arrive. Parce que si ça vous arrive une fois, deux fois, la prochaine fois, vous irez en magasin. Troisième promesse, et peut-être la plus difficile, c'est la qualité des produits. Parce que sur l'alimentaire, on est sur des produits qui sont vivants. Des fruits et légumes, c'est vivant. C'est vivant parce qu'ils évoluent dans le temps, mais aussi c'est vivant parce que chacun, on choisit, quand vous allez acheter des fruits, acheter des avocats, chacun va les choisir différemment. Est-ce que vous voulez de l'avocat bien dur, ou un peu mûr, ou un peu mou parce que vous voulez le manger le soir, ou vous voulez faire du guacamole? Donc tout ça, il y a une part, le respect le choix des dates limites de consommation, etc. Donc il faut apporter beaucoup d'attention sur le choix des produits pour le client, pour essayer pour qu'il y ait le moins de mauvaises surprises possible. Voilà. Donc trois promesses essentielles. Et encore une fois, sur l'alimentaire, la proposition de valeur aux consommateurs, c'est que ce soit moins pénible qu'aller en magasin, plus rapide, plus fluide. Et c'est ça qui fait que les consommateurs vont prendre l'habitude de commander en e-commerce leurs courses hebdomadaires, donc toutes les semaines et bientôt de plus en plus, plusieurs fois par semaine. Et n'iront en magasin que de manière exceptionnelle. Mais il faut que le service soit parfait à chaque fois. Merci Monsieur Pillon. Et autre particularité, si je peux me permettre, de nos discussions, c'est le fait que les délais de livraison deviennent de plus en plus raccourcis dans l'alimentaire. Là, on n'est plus au niveau de l'heure, on commence à parler de la livraison en 15 minutes, mais on y viendra dans un deuxième temps, dans la deuxième partie du tour de table, parce que cette fréquence-là induit un stress sur la logistique et aussi une attente très importante au niveau des clients qu'il ne faut pas décevoir. Je vais m'adresser peut-être à M. Jacani, puisque il se trouve juste à côté de M. Pillon, et pour vous poser la question. Alors vous, actuellement, donc vous êtes chez Kitea dans le domaine des accessoires et de l'ameublement, et notamment dans le domaine de l'ameublement. Donc là, en opposition avec l'alimentaire, on est vraiment complètement dans une autre expérience. On n'est pas dans l'immédiateté, on n'est pas dans les petits paquets, on est au contraire dans du gros volume et dans des produits qu'on achète de manière beaucoup moins fréquente. Alors justement, quelles sont les particularités dans le domaine de l'ameublement par rapport au e-commerce? Donc, merci déjà pour cette bonne question. En fait, il y a des choses qui sont assez communes à tout consommateur, on va dire, consommateur online, c'est qu'il a des attentes au moment où il passe commande, il a déjà hâte de recevoir son produit. Donc même si c'est de l'accessoire ou de l'ameublement ou un produit qui est beaucoup moins urgent, ces attentes restent quand même élevées, et le stress cognitif qu'il peut avoir suite à avoir passé une commande en ligne se ressent dès le premier jour du retard de sa livraison. Donc ici, les délais sont très importants. Maintenant, effectivement, pour le commerce en ligne de l'ameublement,
c'est quelque chose qui est, on va dire, assez récent au niveau du Maroc. Mais d'après les chiffres qu'on constate, c'est en pleine évolution. On s'en est rendu compte justement après la crise qui est passée du Covid, qu'aujourd'hui, le consommateur marocain est capable de passer commande en ligne pour une chambre à coucher, pour du rangement, pour un salon, pour des canapés. Et son expérience se passe généralement très bien, en tout cas sur le site kitea.com. Alors la spécificité justement de l'ameublement, c'est que, encore une fois, le client ne connaît pas le produit, ne l'a pas vu. Pourtant, c'est un produit qui est assez subjectif en termes d'évaluation. C'est une certaine dimension, c'est un certain confort, c'est une certaine praticité. Et la difficulté, justement, c'est de rendre cet article vivant et d'expliquer suffisamment au client comment il pourra profiter de ce produit-là. Donc, typiquement, c'est la vente en ligne de l'ameublement, c'est gourmand en contenu. Du contenu vidéo qui explique le produit, du contenu explicatif sur les matières qui composent l'article, des dimensions mises en perspective avec des technologies typiquement de réalité augmentée ou plusieurs autres techniques qui permettent de mettre en perspective l'article dans un espace. Donc, contrairement à ce qu'on peut voir, par exemple, pour du textile, la mise en ambiance et la mise en contexte du produit est très, très importante au niveau de l'achat. Autre élément ou autre spécificité, c'est que voilà, il y a l'aspect accessoire. L'accessoire, ce sont les éléments décoratifs, ce sont des achats généralement d'impulsion. Et donc, pour pouvoir pousser le consommateur ou le client à passer commande, il faut réussir à bien positionner les articles par rapport à une ambiance, par rapport à un ressenti, par rapport à ce qu'on voudrait véhiculer comme ambiance justement de décoration à la maison. Donc le client, il a besoin de se projeter même sur les petits articles. D'un point de vue supply, c'est assez complexe à gérer parce que d'un côté, on a des articles qui sont volumineux, ce qu'on appelle le bulky dans le domaine, et le petit accessoire ou le petit article qui par nature est fragile. Donc on a deux formes de manutention et de manipulation. Le meuble en kit, en tout cas, il a pour vocation de se détériorer si on le manipule un petit peu trop avant de l'avoir monté et installé. Donc il faut vraiment minimiser le nombre de mouvements par rapport à une commande ou à ce qui est proposé. Et au niveau de l'accessoire, c'est aussi quelque chose qui est assez complexe, en tout cas dans notre cadre, parce que les accessoires sont disponibles plutôt en magasin, alors que les meubles sont disponibles dans une centrale de distribution. Ce n'est pas les mêmes flux logistiques. Donc là, le client est amené à avoir deux livraisons. Une livraison qui est faite par une équipe qui est spécialisée dans la manutention des grands volumes et le montage des meubles, et une autre équipe plus agile qui, elle, est censée justement récupérer l'article en magasin et le livrer en client dans l'état le plus recevable possible, donc en bonne qualité. Donc, dans l'ameublement, nous avons ces dichotomies qu'il faut gérer en parallèle. Parce qu'un client, on ne peut pas lui demander de passer deux commandes, il va passer une seule commande, mais qui doit être gérée dans des flux logistiques, on va dire, splittés, mais qui doivent arriver, en tout cas chez le client, autant que possible, au même moment, au moindre frais. Très bien. Merci, Jacques Agné. Peut-être parler à Hicham Kitsan avant d'aller à M. Talal, parce qu'on est sur une approche plus high level, mais avec Hicham Kitsan, je voudrais vous poser une question. Alors bon, vous êtes l'un des précurseurs dans le e-commerce sur le Maroc et bon, je pense l'acteur le plus connu sur la place. Vous avez une certaine avance, je pense, dans ce domaine-là. Je pense que les problématiques dont on a parlé, bien sûr, vous les connaissez depuis assez longtemps maintenant. Dans notre discussion, j'ai eu quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous êtes dans le stade d'après, donc il faut assurer, bien sûr, satisfaire cette promesse client, mais des imprévus, ça arrive, malheureusement. Et peut-être plus qu'on ne le souhaiterait, mais en tout cas, ça arrive et ça fait partie des risques qu'il faut gérer. Il y en aura toujours, ces insatisfactions. Et vous me disiez, maintenant, la clé dans la rétention du client, parce qu'on paye beaucoup d'argent pour faire l'acquisition d'un client, ça coûte beaucoup d'argent pour qu'un client commence à acheter sur Jumia, sur tel site ou tel autre. On ne peut pas se permettre de le perdre
Et au moment où il y a une réclamation, une insatisfaction, c'est là où c'est là où quelque part la différence peut se faire entre un commerçant et un autre. Et là-dessus, vous avez un retour d'expérience et des conseils qui sont très intéressants. Est-ce que vous pourriez les partager avec nous? Oui, effectivement, l'expérience est fondamentale. Et je parlerai même de l'expérience quand tout ne se passe pas très bien. Je vais juste reculer d'un cran en resituant pour nous qu'est-ce que l'expérience, enfin, c'est quoi la promesse telle qu'on la voit. Déjà, aujourd'hui, dans le monde du e-commerce, il y a deux mondes qui émergent. Il y a le monde, on va dire, schématiquement, du J+1, ok, ou du J+2 ou J+3, suivant les zones où on se situe, qui est aujourd'hui très mature, clairement. Et puis, une tendance de fond qui vient submerger tout ce monde, qui est déjà présente énormément en Europe, en Inde, en Chine, etc., et qui commence à être présente de plus en plus au Maroc et en Afrique, qui est ce monde du quick commerce. Le quick commerce, c'est quoi? C'est être capable de répondre à une demande d'un client suivant ce qu'on livre. C'est essentiellement de l'alimentaire, mais en 10 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes. Et c'est deux mondes fondamentalement différents, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Tout ça pour dire ce qui constitue, indépendamment que ce soit du quick commerce ou J+1, la promesse, pour nous, c'est deux choses fondamentales, mais qui les coiffent, c'est l'expérience. La première, c'est le délai, vous en avez parlé, effectivement. Et effectivement, tout ce qu'on comprend, c'est de manière générale, vaut mieux être fiable dans la promesse client que d'être court dans la promesse client. Alors, dans le monde du e-commerce classique, donc ça se joue à du J+1, J+2. Dans le monde du quick commerce, ça se joue entre promettre 10 minutes ou 15 minutes. Et là, on commence à toucher des fréquences et des rapidités d'exécution juste fondamentales et ingérables manuellement parlant. Le deuxième pilier de cette promesse est le produit en lui-même, bien évidemment. Le produit, de par sa fiabilité, la correspondance à ce qu'on a vendu, l'image qu'on a, la perception surtout qu'on a vendue par rapport à la réalité de ce qu'on a vendu, etc., etc. Ces deux piliers, forcément, sont générateurs de mauvaises expériences. Et d'ailleurs, ça peut être une mauvaise expérience basée sur des faits, comme ça peut être une mauvaise expérience basée sur une mauvaise perception. Donc on est très rapidement dans des domaines qui sont très subjectifs. Et comme vous l'avez très bien dit, Seyetman, clairement, aujourd'hui, ça coûte très cher, ça coûte extrêmement cher, notamment dans des marchés moins matures qui sont en train de s'éduquer au e-commerce, comme le Maroc, comme les pays africains. Ça coûte très cher de convertir un consommateur qui a toujours vécu dans la facilité, la proximité avec son marchand, au bout dans la rue, etc. De le faire convertir à un monde e-commerce où finalement il voit une photo, il la commande, il ne sait pas quand est-ce qu'il va la recevoir, etc. Ça coûte très cher. Et malheureusement, cet investissement peut être complètement perdu par une mauvaise expérience. Alors c'est quoi une mauvaise expérience dans le e-commerce? C'est toute une palette de choses. Ça peut être un délai mal calculé. Et je vais peut-être phosphorer sur un exemple tout bête qui peut parler à tout le monde. Et je pense que beaucoup d'entre nous ici ont déjà expérimenté ce qu'on appelle le Jumia Food ou commander un... Alors on ne fait pas de la pub ici, mais un McDo. Commander un menu McDonald's, ok, et se rendre compte que ce qu'on a reçu, il manque les frites. Ok. Dans ce cas de figure, finalement, moi, e-commerçant Jumia, je n'y suis absolument pour rien. Pour rien. C'est le préparateur de chez le restaurant qui, sur une période de pointe, a oublié de mettre le cornet de frites dans le sac qu'il a scellé par la suite, en l'occurrence. Le client, c'est fondamental pour lui d'avoir ses frites à ce moment-là. Et à la limite, ça lui casse toute son expérience. Tout le plaisir. Tout le plaisir. Et je ne parle même pas du cas où le client, ils sont 4 à table, il a commandé 4 burgers, il n'y en a que 3 qui sont arrivés.
ok. Et ben le quatrième, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas attendre 1 heure. Voilà. Et notamment quand c'est le Happy Meal, en l'occurrence. Monsieur Pillon me donnait un exemple similaire concernant le couscous. Il me dit on livre tous les ingrédients, mais on a oublié la semoule. Ah, Voilà, gars, c'est à peu près pareil. très Voilà, c'est à peu près pareil. Et en fait, on se rend compte, et on a fait, je vous partage un petit peu notre introspection chez Jumia. On s'est fait une petite réflexion, parce que en fait, on réalisait pas à quel point cette expérience était pénible pour le client, et à quel point la solution qu'on lui offrait pour la résoudre était encore plus pénible. Alors, on lui demandait, en fait, quand ça arrivait, par exemple, de prendre une photo de ce qui lui manque. Ok. Essayez de le faire. Hein. Ok. Prendre la photo de ce qui lui manque. Ensuite, se reconnecter à une application barbare, parler en chat à quelqu'un et espérer que le quelqu'un puisse répondre à sa demande. Donc, catastrophique. Expérience catastrophique. Voilà. Donc, on a fait notre introspection, on a vu qu'est-ce qui se passait ailleurs. Décision, plus de photos, déjà. Il me manque quelque chose, je te règle ton problème tout de suite. Je ne cherche même pas à voir la véracité de ce que tu me déclares. De toutes les manières, bon, il y aura toujours un petit peu de fraude à droite à gauche, mais c'est minime, c'est infinitésimal par rapport à la satisfaction de ton client et de ce que tu as investi pour le convertir. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres, juste qui nous fait dire qu'à un moment, c'est bien une promesse, mais même en respectant la promesse et en ayant la perception de l'avoir respectée, si l'expérience, il y a un petit bloqueur quelque part qui fait que ton client est satisfait, on casse toute la machine. Et bien sûr, c'est vrai, pour le coup, dans le quick commerce, je pense que les confrères peuvent en témoigner aussi. Ça peut être fait dans le non-alimentaire, ça peut être fait dans l'alimentaire, etc., etc. Et tout le challenge aujourd'hui et on en est conscient, qui nous sépare vraiment d'une bonne pénétration de ce secteur, va être autour de proposer la meilleure expérience possible à nos consommateurs. Et l'expérience, ce n'est pas que du délai, ce n'est pas que du prix, ce n'est pas que de l'assortiment, mais c'est aussi réfléchir à comment résoudre les problèmes des clients quand ça se passe mal. Voilà. Très bien, merci. Et dans les discussions qu'on avait, vous me disiez, pour revenir à cet exemple de traitement de la réclamation, sur le fait de prendre le risque, de lui faire livrer le complément sans remettre en doute sa bonne foi, quelque part, c'est un parti pris. Mais derrière ça, j'imagine que vous avez quand même tout un système de scoring des clients. Évidemment, si c'est le même client qui refait 10 fois la même réclamation, ouais, voilà. Donc, d'où l'importance de la data et de la connaissance du client, ce qui est aussi un élément très important dans le e-commerce, c'est qu'on est vraiment dans la connaissance limite intime des données du client, de ses habitudes de consommation, de sa solvabilité, etc. Donc voilà, ça c'est un élément qui est très important au niveau du e-commerce, qui m'amène à la question pour Mohamed Talal. Alors déjà, par rapport à tout ce qui a été dit, est-ce que vous avez des précisions par rapport à ces enjeux du e-commerce, notamment au Maroc, et surtout par rapport à l'évolution qui est un peu explosive, entre guillemets, en ce moment de ce e-commerce, et qui induit peut-être des effets qu'il faut peut-être juguler, ou en tout cas être conscient en termes de protection des données, en termes d'impact environnemental. Comment est-ce que vous voyez les précautions à prendre ou les enjeux dont il faut être conscient sur l'évolution du e-commerce? Très bien, merci. En tout cas, merci encore une fois. Je vais prendre l'histoire. Je vais parler un peu du groupe Labo Express. Le groupe Labo Express, c'est un groupe qui a été créé il y a 26 ans aujourd'hui. Et on a démarré début des années 90, donc dans les métiers de la messagerie, de la distribution, la livraison à domicile, comme vous la connaissez aujourd'hui. Les besoins des consommateurs ont toujours évolué. On les a sentis à travers le temps. Aujourd'hui, nous livrons 17 villes au Maroc, enfin 17 villes, 17 hubs au niveau national. Ce sont 129 destinations par jour. C'est 360 livreurs en propre qui sont salariés de l'entreprise avec des véhicules d'entreprise qui font de la distribution. Donc on a vu les besoins des consommateurs évoluer. Alors pourquoi? C'est simple, parce que moi, ma mère achetait toujours à Drba Omar, ma femme, elle commande sur Internet, enfin sur Internet, c'est dans les malls, et ma fille, c'est sur Internet. Donc en fait, ce sont des générations qui arrivent avec de nouvelles habitudes de consommation,
et le Covid est passé par là pour venir accélérer le mouvement en fait. Il n'a fait qu'accélérer le mouvement avec toutes les contraintes que cela apporte en termes d'environnement, en termes de décongestion des villes, en termes de... Et donc pendant la période de Covid, début du Covid, on a vu un petit peu tout ça émerger et on a vu des habitudes de consommation changer. Et on a fait une étude et on a dit maintenant il faut peut-être changer aussi. On a vu un petit peu ce qui se passait dans le monde. On a créé une filiale qui s'appelle Seos Technologies et on a lancé la fabrication de consignes automatiques, donc une usine qui nous appartient aujourd'hui, donc avec des lignes à commande numérique pour fabriquer les armoires métalliques. Vous en avez une ici à l'extérieur. Une deuxième usine de montage et surtout un bureau de recherche et développement sur à peu près 800 mètres carrés, donc des ingénieurs techniciens qui ont développé toute la solution informatique. Et pourquoi tout cela? Tout simplement parce qu'on avait énormément de contraintes qui commençaient à émerger. Alors des contraintes en termes de distribution, d'accord? Quand on va livrer les clients, ils ne sont plus chez eux, ils ne veulent même pas voir un livreur, ils ne veulent pas avoir de contact avec le livreur pour des problèmes de Covid. Vous avez également la problématique environnementale. Les régions sont toutes en train de travailler maintenant sur justement interdire des zones de livraison, imposer des horaires de livraison. Et tout cela, ça n'arrange pas le consommateur, comme a dit Hicham, mon ami Hicham tout à l'heure. Le client commande, attendez, il commande, il veut ça marche, il veut exactement ce qu'il a commandé, et il la veut avant-hier, quoi, quasiment. Quoi. Il la veut tout de suite. Donc on peut lui dire, écoute, l'horaire de livraison ne correspond pas, je ne peux pas livrer, je n'ai pas le droit, je n'ai pas... Donc les contraintes d'environnement, contraintes de données personnelles. Je pense que vous avez vu encore, le CNDP maintenant devient beaucoup plus sévère sur les données personnelles, sur le contrôle. Quand vous avez un livreur qui livre, malheureusement, il y a beaucoup de petites entreprises qui émergent à droite à gauche. Un livreur qui vient vous livrer, il a votre numéro de téléphone, ou là de votre fille, il a son numéro, il a son nom, son prénom, il a son adresse mail, et en plus il discute avec elle quand il la livre. Je veux dire, c'est fort ça quand même. Et à la fin, vous allez à Darbrelef, je vous invite à aller acheter des clés USB à 500 dirhams. Maintenant, ils vendent vos données personnelles parce qu'ils ont compris qu'il fallait réunir ces données, qu'il y a un téléboutique qui fait une base de données et ils vendent vos données. D'accord? Donc je veux dire, et là après vous recevez des SMS, vous ne savez pas trop pourquoi. Alors qu'aujourd'hui, sous d'autres cieux, c'est interdit. Même au Maroc, c'est interdit aujourd'hui. Donc la réglementation va devenir de plus en plus sévère, donc les données personnelles également, donc c'est très important, la décongestion des villes. Et le consommateur devient beaucoup plus sensible à la question environnementale. Donc c'est pour ça qu'on a effectivement, on s'est dit, on va répondre un petit peu à tout ça. Monsieur Pillon tout à l'heure a parlé d'une adéquation avec l'horaire de livraison. Moi je me souviens à une époque, il y a quelques années, on tournait à 40% de taux de retour parce que les clients n'étaient pas chez eux. Surtout dans les appartements. Les gens travaillent, le livreur, je vais arriver vers 9h, il arrive à 10h30. Et ce n'est pas de sa faute le livreur, parce que quand il a 15 livraisons à faire ou 20 livraisons à faire dans la journée, le premier est livré à 8h, mais si vous prenez 10 minutes de retard pour chacun des clients, c'est 200 minutes de retard. Et il a quand même pris 2h30, 3 heures de retard. Position WhatsApp. Donc je veux dire, tous ces problèmes-là, les clients ne les veulent plus, sont beaucoup plus exigeants, ils veulent marcher tout de suite au Blasdar. D'accord? Donc ça a été le mot d'ordre. Donc c'est pour cela qu'on a lancé les consignes automatiques aujourd'hui et en répondant aux clients. Alors il y a eu un problème de COD, le cash on delivery, c'est-à-dire que le client veut récupérer du cash à la livraison. C'était un véritable problème. Donc on a développé également une solution derrière pour pouvoir répondre à ce genre de problématique. Alors nous avons dû travailler également avec les pouvoirs publics, d'accord, parce qu'on occupe aussi l'espace public. On répond également à un service public derrière, donc parce qu'on a un partenariat avec les services publics également pour pouvoir livrer au plus proche des consommateurs, mais toujours c'est par rapport à un besoin consommateur aujourd'hui et à une expérience client. Donc aujourd'hui, on répond au mieux. Maintenant, livrer en consigne automatique ne vient pas remplacer un autre mode de livraison, c'est l'omnicanalité. C'est un autre canal de livraison pour ceux qui veulent récupérer leur colis de jour, de nuit, le samedi, le dimanche. Vous commandez un colis aujourd'hui avant 18h, vous le recevez la nuit, le matin à 7h du matin, les 30 clients ont leur colis. Sans compter qu'en termes d'impact environnemental, qui est également une contrainte forte de notre modèle, a été de réduire l'empreinte carbone. Alors avec un livreur pendant la journée, quand vous livrez 30 positions, c'est-à-dire vous livrez 30 clients, d'accord, ce même livreur la nuit, au lieu de faire 30, il en fait 50. Parce que la ville est vide, tout le monde dort, donc lui il peut circuler librement. Sauf que quand il livre 50 points, c'est 50 machines, c'est 50 consignes automatiques. Et une consigne, ça varie de 1 colis livré à 172 colis. Donc finalement, si on fait une moyenne d'une vingtaine, vous livrez quand même 1000 colis au lieu de livrer 20 colis pendant la journée. Vous divisez l'empreinte carbone par autant. Voilà. Très bien. J'aimerais, s'il vous plaît, rebondir sur votre
votre dernier point, qui est en fait le développement d'un nouveau mode de livraison, finalement, qui est la livraison dans des points relais sous forme de casier automatisé. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait très développé en Europe. C'est plébiscité par la plupart des consommateurs parce que justement, ils reprennent le contrôle de la livraison. C'est eux qui décident du lieu et surtout du moment de la livraison. Et donc, dans une logique aussi d'enseignes qui veulent se développer, qui ont réussi leur transformation digitale et qui incorporent, on va dire, le modèle e-commerce dans leur process, ils développent ce qu'on appelle, et ce qu'on a déjà dit ici, l'omnicanalité. Et donc, certaines enseignes, avec les chaînes de magasins, permettent justement à leurs clients de faire du click and collect. Donc, le click and collect, c'est quelque chose qui est très développé, encore une fois, dans les enseignes un petit peu partout dans le monde et surtout en Europe. Et c'est en train d'arriver au Maroc. Donc, aujourd'hui, il y a des enseignes qui le font, comme Electroplanète, Marjane sur certains magasins, et aujourd'hui Kitea. Et donc le click and collect, tout simplement, c'est beaucoup plus de praticité, c'est beaucoup plus pratique pour les clients parce qu'ils décident justement du magasin d'où est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer la marchandise, du moment. Donc il y a aussi une sélection de créneaux et c'est surtout gratuit. Donc à la différence d'une livraison où il faut justement payer tous les frais logistiques, d'emballage et de transport, aujourd'hui le pouvoir il est au niveau du client. Par contre, ça ne se fait pas de manière simple parce qu'il faut justement que l'entreprise puisse s'adapter au sein de ses magasins pour pouvoir répondre à cette problématique-là ou à ce besoin client. Et donc, ça présuppose des efforts d'un point de vue disponibilité de la marchandise, véracité des stocks par rapport au système, entre le physique et le système, que des équipes soient bien briefées, etc. Je pense que c'est un sujet qu'on va pouvoir discuter un peu plus tard en termes de logique. Tout à fait. Excuse-moi, je voulais pas détailler, mais je vais quand même le faire maintenant. La force surtout, c'est la proximité, comme ici Jacqueline, il a entièrement raison, c'est la densité. C'est-à-dire que normalement, vous devrez trouver une consigne automatique à moins de 700-800 mètres de là où vous êtes. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous sommes sur 48 machines installées déjà, 150 fin d'année, et on est sur 1100 machines installées à horizon 4 ans. Au niveau de ça, c'est pour ça qu'on a monté notre propre usine de production aujourd'hui au niveau national. L'idée, c'est qu'effectivement, vous déposez un colis dans une machine et le destinataire peut la récupérer là où il veut au niveau national, y compris dans les régions perdues. Aujourd'hui, le problème de la livraison à domicile, quand vous allez livrer une ville comme Ahfir, vous ne pouvez pas la livrer tous les jours parce que la rentabilité n'y est pas, ce n'est pas possible. D'accord ? L'avantage des machines automatiques, des points relais automatiques, c'est que vous faites ça dans une tournée de livraison et là, vous pouvez livrer tous les jours des coins perdus du Maroc et vous désenclavez également des régions. Alors le consommateur, et là ça va faire plaisir à mes amis, c'est que le client aujourd'hui, c'est le problème, c'est son retour. Quand il a un colis qui veut le retourner, il doit fixer rendez-vous avec un livreur. Il doit l'attendre. C'est pas évident. Je veux dire, c'est vraiment des contraintes. Aujourd'hui, vous avez un colis, vous le retournez, vous validez avec votre marketplace ou avec votre e-commerçant, il vous donne un code de retour. Et avec ce code, vous allez déposer le colis dans n'importe quelle consigne de votre choix. Et le colis revient automatiquement à l'expéditeur, sans aucun rendez-vous. Donc, quelque part, c'est déconnecter effectivement l'action de livraison de l'action de retrait du colis. Très bien. Merci, c'est très intéressant. Monsieur Garnier, vous voulez peut-être... Oui, en fait, mais je voulais réagir sur la promesse et notamment sur le retour aussi. On n'en avait pas parlé. Et le e-commerce, une des promesses fondamentales, c'est de dire, mais si le produit ne te plaît pas, il faut pouvoir le retourner le plus facilement possible. Et beaucoup de e-commerçants au début se disaient, putain, pour ne pas avoir de retour, on va complexifier le sujet. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Faciliter le retour au maximum. Et merci pour, je dirais, les consignes automatiques qui, justement, facilitent ce processus de retour. Voilà, c'était pour ne pas oublier cet élément important du e-commerce que de permettre aux gens de retourner un produit parce qu'ils n'ont pas pu le toucher comme dans un magasin. Tout à fait. Et je peux apporter un témoignage en tant que client. J'ai effectivement eu à faire un retour une fois par l'un des acteurs e-commerce de la place. Ça marche aussi bien qu'à la livraison et ça encourage derrière à racheter sans trop se poser les questions. Parce que même si le produit ne vous plaît pas quelque part, à partir du moment bien sûr où il est toujours correctement emballé, etc., vous avez la possibilité de le renvoyer. C'est un encouragement à consommer qui est vraiment très décisif dans la décision d'achat. Très bien, maintenant qu'on a fait un peu ce tour d'horizon du e-commerce, on va peut-être rentrer un peu plus dans la tuyauterie entre guillemets de la logistique, parce qu'on est quand même au Logismed et on est entre professionnels de la logistique. Alors le e-commerce, ce n'est pas le commerce traditionnel, il y a déjà des éléments qui ont été donnés. Monsieur Garnier, est-ce que vous pourriez déjà nous donner, vu un petit peu de votre
de votre hauteur de vue, Expérience. quels sont les impacts qu'apporte le e-commerce sur les opérations de la logistique, au niveau des stocks, au niveau de la préparation des commandes, etc. Alors, c'est clair que la logistique du e-commerce est, de mon point de vue, l'une des plus compliquées à gérer. Alors déjà, on va parler de volumétrie. Comme vous l'avez dit, Monsieur Pillon, donc dans un, on va dire, entrepôt traditionnel, on va trouver 10 000, 15 000, 20 000 références. Dans un entrepôt de e-commerce, on parle de 100, 150 000, 200 000 références. Donc déjà, en termes de volumétrie, on n'est plus du tout sur le même référentiel de nombre de produits. Ensuite, derrière, dans un entrepôt traditionnel, on va plutôt travailler à la palette multicouche, éventuellement au colis. Dans un entrepôt e-commerce, on va travailler à l'unité. Donc autant vous dire que préparer 10 000 commandes quand c'est 10 000 colis, ou préparer 10 000 commandes quand on va mettre 40 produits hétérogènes dans un même colis, c'est pas du tout le même métier et c'est pas du tout le même prix de préparation de commandes. Et donc, ce qui s'est passé au départ du e-commerce, en gros, les industriels se sont dit « Oh là là, trop compliqué ». Et en fait, ils ont créé un canal séparé. C'est-à-dire qu'ils se sont dit bah, « Moi, mon e-commerce, je ne vais pas le gérer dans mon entrepôt, je vais le gérer à part. Et en plus, je vais le donner très souvent à un 3PL, comme c'était compliqué. Donc, ils ont donné ça à des logisticiens et démerde-toi avec mon e-commerce. Donc ça, c'était le début de la logistique du e-commerce. Sauf que, très vite, on s'est aperçu que le problème, en séparant les stocks d'un côté pour l'e-commerce et les stocks pour le reste, quand les gens commandaient des produits, mince, il n'y est pas dans l'entrepôt, donc ils ne prenaient pas la commande. C'est dommage parce que le même produit, il était dans l'autre entrepôt et du coup, on perdait plein de ventes. Donc avec, on va dire, cette vision et la multiplication des stocks en plus. C'est-à-dire qu'en plus, on avait des stocks parfois 2 fois plus importants puisqu'on avait 2 entrepôts qui géraient les mêmes produits. Donc, au vu de tout ça et avec l'arrivée de l'omnicanal en plus, donc les différents canaux de distribution qui se sont, on va dire, et qui ont convergé entre eux, en fait, on a vu naître depuis 4-5 ans des entrepôts donc omnicanal. Donc en fait, clairement, dans un même entrepôt, on va être capable d'expédier des commandes de e-commerce, donc de préparer un carton rempli de 40 produits hétérogènes, donc il faut aller les chercher, voilà. Et dans le même entrepôt, on va préparer des commandes de palettes ou de colis complets. Autant vous dire que du coup, ces entrepôts-là ont un niveau de complexité mais phénoménal, parce que du coup, on gère des métiers complètement différents. C'est pas du tout le même métier, comme je l'ai dit, de gérer de la palette ou de gérer du picking détail. Et du coup, là, on a heureusement, si les volumes le permettent, une aide fondamentale à la fois par l'IT, c'est-à-dire qu'au niveau IT, comme vous le savez, on gère en général une préparation de commandes et des stocks à partir d'un WMS, un Warehouse Management System, qui lui-même est intégré à votre ERP. Donc le ERP envoie les commandes au WMS qui va envoyer la préparation de commandes. Donc en fait, autant vous dire que c'était plus possible de gérer comme ça. Donc on a vu arriver une couche qui est l'Order Management System, l'OMS, où en fait l'ERP va envoyer les commandes à préparer et l'Order Management System va dire attends, avant d'envoyer les commandes comme ça dans l'entrepôt, je vais agencer mes commandes pour permettre ensuite au WMS d'envoyer des vagues plus intelligentes de commandes à préparer et pas des vagues en vente. Donc ça, c'est la partie IT. Donc les OMS sont vraiment venus aider les logisticiens à ordonnancer leur travail dans ces entrepôts complexes. Et puis un deuxième élément fondamental, c'est l'automatisation, la mécanisation et je dirais même la robotisation. C'est-à-dire que maintenant, de nombreux entrepôts aujourd'hui ont été robotisés, je parle même de robotisés maintenant, ou sont en cours de robotisation. Donc en fait, l'humain, on est arrivé quand les volumétries commencent à être très très importantes, 150 000 produits en stock, des dizaines de milliers de commandes qui arrivent, non pas par jour mais par heure. Il y a un moment où vous ne pouvez pas mettre 2000, 3000, 4000 personnes, ça ne marche plus. Et là, il faut vraiment, je dirais, penser automatisation, robotisation pour gérer ce type de flux. Très bien.
Merci beaucoup. Je vais m'adresser à vous, Monsieur Pillon. On parle de dark store. Beaucoup savent ce que c'est. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que les dark stores dans l'organisation logistique du e-commerce et en quoi est-ce que c'est une transformation profonde qui est en train d'impacter les opérations? Oui, alors lorsque Marjan a lancé son e-commerce il y a maintenant presque 2 ans, nous nous sommes naturellement appuyés sur notre réseau, notre maillage de magasins pour pouvoir lancer très vite et préparer idéalement les commandes en magasin et les livrer ensuite à domicile où il ne reste plus que le dernier kilomètre à faire pour livrer à domicile. C'est un modèle qui fonctionne bien, très bien, et que la plupart des distributeurs alimentaires ont pu déployer. Et c'est un réel atout pour un distributeur d'avoir ce maillage de magasins pour pouvoir déployer rapidement du e-commerce alimentaire. Une question qui se pose après, c'est est-ce que le magasin est toujours la meilleure solution pour préparer des commandes alimentaires? Je dirais, la plupart du temps, oui, mais on voit 2 modèles différents émerger. Pourquoi et lesquels? Alors le premier, c'est le modèle du dark store. Préparer en magasin, ça fonctionne bien, avec une limite, c'est le volume. Un magasin, un hypermarché, il est d'abord fait pour ses clients. Donc lorsque vous faites vos courses dans les hypermarchés Marjan, je pense que ça vous est arrivé de croiser des gens qui ne semblaient pas être des consommateurs comme vous, qui avaient l'air de faire quelque chose d'un peu différent et en fait qui préparaient des commandes clients. Si vous en croisez 1 ou 2 pendant vos courses, ça va. Si vous en aviez des dizaines ou des centaines autour de vous avec des gros chariots qui couraient dans tous les sens, ben quelque part, le client traditionnel du magasin se sentirait plus vraiment chez lui. Il serait plus à l'aise en magasin. Donc la limite qu'on a en magasin, c'est qu'on ne peut pas mettre trop de préparateurs. Donc un chiffre habituel qu'on dit sur un hypermarché, on peut préparer facilement une centaine de commandes clients par jour. Au-delà, on a un risque de dégrader l'expérience du client habituel du magasin. Donc si sur une ville comme Casa, si on active par exemple une dizaine de magasins en préparation e-commerce, ça fait qu'on peut assez facilement sortir un millier de commandes par jour. Si on voulait monter à 5 000 à 10 000, ça devient compliqué. Et sur des grandes villes, alors des pays en Europe ont un peu d'avance sur nous, des villes comme Paris ou autres, sortent des dizaines ou des centaines de milliers de commandes par jour à livrer à domicile. Donc là, on ne peut plus les préparer seulement en magasin. Et c'est là que les dark stores ont émergé. Donc un dark store, c'est quoi? Ben, c'est un magasin, mais sans clients et sans fenêtres. C'est pour ça qu'on l'appelle dark store. Bon, en gros, c'est un peu un hybride entre un entrepôt et un magasin. Au départ, les dark stores, c'était agencé comme un magasin, donc avec des gondoles et les produits dans les gondoles, et donc des préparateurs qui circulaient avec des caddies pour préparer les commandes. Et très vite, se sont orientés avec l'augmentation des volumes, avec de la mécanisation et ensuite de la robotisation. Alors, c'est quoi la différence entre mécanisation et robotisation? Alors, mécanisation, c'est plutôt des convoyeurs. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le préparateur qui circule au milieu des rayons et aille chercher la marchandise, on a toujours des préparateurs, mais ils sont fixes, ils ont un poste fixe assis avec une chaise, et c'est la marchandise qui vient à eux via des convoyeurs. Et la robotisation, ben là on n'a plus de préparateurs. Là on a des robots qui circulent et qui font tout. La limite, les 2 limites du dark store, c'est d'abord ce sont des gros investissements. Donc il y a évidemment un break-even pour que ce soit rentable. Et on ne peut pas les mettre au plus proche du client. Parce qu'un dark store, il faut 2000 m², 3000 m². Idéalement, pour livrer Casa, il faut que je le mette au centre de Casa. Trouver 2000 m² au centre de Casa pour mettre un dark store en entrepôt, c'est compliqué. Même si je les trouve, ça sera cher. Et donc, si je les trouve, ça sera cher. Je préférerais sûrement y mettre un magasin ou un mall qu'un dark store. Donc, les dark stores, on les met à l'extérieur des villes.
Et donc, on arrive à une limite qui est le délai de livraison. C'est-à-dire, je peux livrer, en général, on va livrer à J+1 ou avec un délai de 3 heures, 4 heures, 5 heures. Quand on arrive à du quick commerce, ou même avant le quick commerce à de l'express, si on veut livrer en 1 heure, 2 heures, ça sera compliqué à partir d'un dark store. Alors qu'à partir d'un maillage de magasins qui est en centre-ville, on arrive encore à le faire. Donc c'est là qu'un nouveau modèle est apparu en Europe, c'est le mini dark store. Alors il y a le même mot dark store au milieu, mais en fait c'est complètement différent, c'est l'inverse. Un mini dark store, l'idée géniale a été de trouver des locaux, des petits locaux, partout en centre-ville, dans des caves, enfin des locaux qui n'avaient pas de valeur, souvent qui n'étaient pas utilisés, donc qui ne sont pas chers. Et sur une surface d'une centaine de mètres carrés, on peut préparer des commandes clients très rapidement et arriver à livrer des clients, donc des courses alimentaires, en 15 minutes. Alors évidemment, avec une limite, c'est que l'assortiment, l'offre est beaucoup plus restreint. Sur un mini dark store alimentaire, on va avoir souvent des offres autour de 1500, 2000 articles maximum. Alors ça peut vous sembler beaucoup, vous dites 2000 articles, c'est beaucoup. En fait, c'est vraiment très peu, 2000 articles. Un magasin de proximité, c'est 4000, 5000 articles. Donc 2000 articles, c'est vraiment le quick commerce en alimentaire. C'est vraiment pour des courses rapides. C'est pas pour vos grosses courses de la semaine. Mais vous avez besoin de 3 articles, 4 articles en 15 minutes. Bah, le mini dark store, c'est la solution à ça. Très bien, merci beaucoup Monsieur Pillon. Je vais passer la parole à Hicham Kitsan pour aller dans le même sens. Alors, c'est quoi les transformations induites par le e-commerce? Enfin, induites, parce que pour vous, dans Jumia, c'est votre ADN. Vous êtes né e-commerce. Ouais. Donc, vous n'avez pas eu à vous transformer. Vous êtes né comme ça en tant que e-commerce, mais vous avez quand même un historique de supply chain et de GMS et autres. Comment vous voyez ces impacts et ces transformations? Et en particulier, dans les sujets qu'on avait discutés, il y a un sujet en particulier sur lequel j'aimerais bien que vous nous fassiez un petit peu votre retour d'expérience, c'est le pilotage des flux qui devient vraiment à gérer à la maille limite de la minute, quasiment, pour équilibrer l'offre et la demande. En quoi consiste cette tension et comment vous faites pour la gérer? Excellente question, et c'est un sujet qui nous passionne aujourd'hui et qui nous pousse effectivement à aller un petit peu plus loin. Je vais me permettre une petite parenthèse en rebondissant sur ce qu'a dit Olivier en l'occurrence. Merci d'ailleurs d'avoir parcouru tout le chemin qui mène au mini dark store. Nous en fait on est parti directement chez Jumia dans ce concept-là. Hein. On a démarré depuis quelques semaines maintenant l'expérience à Casablanca, où nous exploitons 5 mini dark stores en l'occurrence, et et avec une promesse de livraison de 15 minutes. C'est exactement ce que vous avez dit. Nous ne venons pas forcément de la GMS et nous ne pouvons pas nous appuyer sur un réseau physique existant. La meilleure solution effectivement pour pénétrer ce marché du quick commerce alimentaire a été d'aller directement vers les mini dark stores, et j'avoue qu'aujourd'hui effectivement beaucoup de learning très intéressant. Le modèle c'est ça, effectivement, des courses de dépannage plutôt, très complémentaires du J+1 ou du H+3 ou du H+4. Globalement, quand la fameuse semoule, quand elle manque dans le grand panier, hein, voilà, quelqu'un peut se connecter sur Jumia Food et commander le paquet de semoule, voilà, pour se faire livrer en 10 minutes et faire que son couscous soit livré à temps chez lui. Voilà. Donc, et on a aussi l'ambition effectivement de dupliquer le modèle un petit peu partout en Afrique, parce qu'on sent qu'il y a un énorme potentiel. Donc, c'est ce monde aussi du quick commerce. Le sujet aujourd'hui, enfin, la grande différence, moi qui ayant passé un peu de temps dans la GMS, l'énorme différence qu'il y a, c'est que on est dans le e-commerce, en tout cas en tant que logisticien du e-commerce, en fait, on n'a plus de buffer entre la machine logistique et le client final, et les millions de clients finaux. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que on va dire le service ou la performance logistique est directement perçue par le client.
directement. Il n'y a pas de buffer, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de magasin entre la logistique et le client. Ça veut dire quoi en termes aussi d'exigence? C'est que quand on est dans la GMS, on peut se permettre, par exemple, de livrer nos magasins avec des taux de service de 90%, de 91%. Bon, il y a un stock magasin, il y a une réserve dans l'hypermarché ou le supermarché. Et finalement, le client qui tourne avec son caddie ou son chariot ne va pas non plus percevoir les trous dans les rayons. Okay, dans le e-commerce, non. Hein, même si on est à 99,99, le 0,001 est perceptible et générateur de la fameuse expérience dont on a parlé tout à l'heure. Et bien sûr, le client va garder en tête essentiellement la mauvaise expérience, même si elle arrive 1% des cas ou 0,1% des cas, que les 99 autres cas où ça se passe très bien. Ça génère quoi? Ça génère aussi qu'on est en permanence amené à répondre à une équation classique de la supply chain et de la logistique, qui est l'adéquation entre l'offre et la demande, enfin entre, on va dire, la demande et la capacité plutôt, pardon. La demande et la capacité, là où des modèles, on va dire, supply chain dans l'industrie ou dans la distribution vont avoir des cycles effectivement soit de forecasting, soit de SNOP, soit d'ajustement de demand planning qui vont du 6 mois, 3 mois, quarter, mensuel pour des cycles plus courts. Ben là, en fait, on est dans la minute, on est dans les dizaines de minutes et on est obligé de réagir très, très, très vite. On est confronté à le e-commerce, là aussi, encore une fois, si je vais au last mile, ok, vous avez parlé des entrepôts énormément. Le last mile, c'est quoi? Le last mile, c'est une capacité de livraison, une capacité mobile qui est dans des villes, dans des quartiers, dans des régions et qui doit répondre instantanément à des demandes, à de la demande comme vous pouvez l'imaginer, et notamment dans l'alimentaire, qui est très variable dans le temps, dans les jours de la semaine, qui est très variable entre un lundi et un samedi, et qui est très variable entre un 8h du matin, un 9h du matin, un midi, un 16h, un 20h. Okay, et qui en plus est soumise à une dynamique commerciale qui est beaucoup plus, on va dire, qui est beaucoup plus haute fréquence que dans la logistique classique. Il suffit on a les fameuses flash sales, qui sont constitutifs du commerce dans le e-commerce en tout cas, c'est-à-dire des moments dans la journée où on décide entre 10h et 10h15 de mettre en avant sur le site une centaine de téléphones à moitié prix ou un millier de montres à moins 30%. De la même manière, des menus d'une big chain de burgers à subventionnés à hauteur de 20 dirhams ou de 30 dirhams. Là, les impacts sont immédiats. Et malheureusement, les impacts en plus sont très variables d'un moment à un autre de la journée, d'un moment à un autre du mois, début de mois, fin de mois. Et donc, on est dans une imprédictibilité de la demande et encore plus une nécessité de réponse immédiate qui est juste énorme. Et donc, toute l'algorithmique qui a développé pour faire constamment répondre, faire répondre la capacité qui, mine de rien, est fixe, hein, voilà. Elle est planifiée à l'heure, enfin à la demi-journée ou à la journée, mais elle est fixe à l'intérieur de ce bucket. La faire répondre à cette volatilité de la demande, c'est un casse-tête énorme et qui n'est plus gérable ni manuellement, ni avec des modèles de données classiques. Donc très rapidement, aujourd'hui, on est sur des sujets de data science, de machine learning, voilà, parce qu'on est tout de suite confronté à ce type de problématique, sinon on va au mur. Voilà. On peut avoir dans une ville de Casablanca, par exemple, voilà, pour donner l'exemple, supposons 1000 livreurs, ok, une capacité de 1000 livreurs et un pic à 1000 commandes. C'est pas pour autant qu'on va satisfaire les 1000 commandes. Parce que ces 1000 livreurs, ou ces 1000 commandes, on peut en avoir 200 dans un quartier, 800 dans un autre, 300 dans un autre. Et il faut être capable de faire bouger cette capacité en live, et réellement en live, donc avec des outils de décision qui, à la minute, à la dizaine de minutes,
peuvent aider à des décisions on va dire, d'ajustement de capacité. Et c'est là où, effectivement, le e-commerce, pour le logisticien, reste un métier hyper exigeant, où les avancées technologiques de traitement de la data et d'aide à la décision et des facilitations de la décision est fondamentale. Très bien, merci M. Guitian. Je vais passer la parole à M. Talal. Alors, comment vous voyez à votre niveau, donc là, le groupe La Voie Express est un acteur historique de la logistique au Maroc. Qu'est-ce que le e-commerce a apporté comme changement ou comme impact ou comme au niveau de vos opérations, au niveau de vos contraintes? Vous avez parlé tout à l'heure des consignes automatiques. Quelque part, c'est une réponse innovante que vous avez apportée en réponse à une problématique qui est, on a un problème à matcher l'heure de livraison avec celle du client. Au niveau des retours, c'est très compliqué, encore plus compliqué de matcher l'organisation d'un rendez-vous. Donc là, c'est déjà une solution que vous avez apportée en matière d'innovation en réponse à cette contrainte-là. Mais plus globalement, est-ce qu'il y a d'autres problématiques que le e-commerce vous a apportées en tant que logisticien par rapport à la manière dont vous travaillez il y a à peine 5 ou 10 ans? Alors là, je vais monter en amont sur la partie logistique. Bon, le groupe La Voie Express opère dans 3 grands métiers. Donc le transport de marchandises, la logistique d'entrepôt, puisqu'au niveau du groupe et les filiales, c'est à peu près 234 000 m² d'entrepôt logistique gérés au niveau national aujourd'hui, y compris des entrepôts en propre. Et il y a la partie messagerie et distribution. Sur la partie logistique, le changement est devenu important parce que les clients aujourd'hui, contrairement à il y a 25 ans, ne stockent plus. Quand je dis clients, je parle des clients industriels, entreprises, commerçants. Ensuite, je parle des particuliers. Les commerçants, à travers le temps, ont beaucoup plus de références, donc ils mobilisent beaucoup plus de fonds. Donc, ils ont cherché à réduire leur stock. Et le problématique, si on prend l'automobile, pour ceux qui ont mon âge, parce que je suis un peu vieux quand même, d'accord? Oui, merci. Je me souviens, début des années 90, il y avait 3 marques de voitures au Maroc. Il y avait Renault, il y avait Peugeot, il y avait Simca, il y avait Fiat. Et il n'y avait pas d'électronique. Et à la limite, tous les magasins avaient toutes les pièces. Zama, Capciendo, bon, je sais parce que mon père vendait les pièces détachées à l'époque. Donc, ils avaient tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas, une 50aine de marques de voitures, et vous avez, je ne sais pas combien de pièces de rechange, et que c'est que de l'électronique de partout. C'est impossible de stocker, c'est vraiment impossible. Impossible. D'accord? Donc aujourd'hui, l'évolution, et là je vais parler de e-logistique cette fois-ci, d'accord? C'est devenu une commande la journée, le picking immédiatement dans la journée, d'accord? Et expédition le jour même, pour une livraison à la limite, je dis bien à la limite J+1. Parce que comme a dit Hicham tout à l'heure, c'est vous commandez, et comme a dit M. Pierre aussi, c'est dans 30 minutes, il veut sa marchandise. Sauf que tu as un client qui est à Ahfir, ou la Foumjrana, pour ceux qui connaissent Foumjrana, d'accord? Je suis désolé, il y a un gars qui a une voiture, il est en panne, il lui faut une pompe à eau, il ne la faut pas demain après-midi. Il la veut si possible dans la journée, et à la limite, le lendemain matin, à 7h du matin. D'accord? Donc ça, non seulement au niveau logistique, donc il y a la e-logistique qui se développe, donc le picking très rapidement, expédition rapide et livraison rapide, et notamment pour les zones reculées, d'accord, du Maroc. Ce matin, lors de la première conférence, on a parlé de région, d'accord, de territorialité, distribuer la richesse et distribuer également les emplois sur les différents territoires. Et distribuer, quelqu'un qui va aller demain aller bosser à Ahfir, il faut qu'on lui donne la possibilité de recevoir les commandes qu'il veut, quand il veut, et très rapidement, avec tous les moyens qui viennent. Donc en fait, il y a des contraintes exogènes et des contraintes endogènes. Donc répondre à des consommateurs et pour accompagner notre pays à mieux distribuer la richesse au niveau national et au niveau des territoires, il faut également qu'on puisse apporter des solutions, d'accord, logistiques en termes d'entreposage, mais également illogistiques. Vous commandez chez Kitea un fauteuil, moi je suis à Ahfir, j'aimerais avoir mon fauteuil, j'ai pas envie de me déplacer à Casa, mais je ne le veux pas dans 5 jours. D'accord? Je le veux demain matin et j'aimerais le recevoir en bon état et rapidement. D'accord? Donc ce sont les consommateurs qui imposent la cadence. Le Covid a accéléré le pas. Il y a une deuxième chose qui accélère le pas, je l'ai dit ce matin, c'est les barres et centres de production qui se sont déplacés maintenant au niveau européen. Donc les flux sont en train de changer. On est sur des problématiques de souveraineté des États, où maintenant il faut être indépendant et autonome.
je suis désolé, mais sans parler de marque de voiture, moi personnellement, j'ai ma voiture, j'ai eu un problème. J'ai demandé une carte électronique chez le fournisseur. On m'a dit, vous savez, monsieur, bah, écoutez, l'asile est à l'arrêt, il faut attendre que la production reprenne. Attendez, ma voiture est restée 4 mois au garage. J'achèterai plus cette marque, c'est terminé, c'est fini. Donc je veux dire, vous l'avez dit ce matin, ils m'ont perdu. Alors maintenant qu'on me dise que l'usine là-bas était à l'arrêt, peut-être qu'il fallait stocker un peu plus au Maroc, peut-être que... C'est ça, et c'est là où il faut apporter des réponses. Et ce sont le consommateur qui fixe les cadences. Malheureusement, la géopolitique aussi fixe des cadences. Et il faut apporter des solutions, il faut être flexible, il faut être réactif. Merci beaucoup, Talal. Si Jacquani, pour finir sur cette deuxième partie, dans nos discussions, on avait parlé de la problématique de l'adaptation des marchands, des logisticiens par rapport aux impacts dont on vient de parler sur le e-commerce et sur le fait que ça ne se fait pas toujours dans la joie, la bonne humeur. Se pose la question de la conduite du changement, comme dans tout projet de transformation. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques minutes de votre retour d'expérience sur comment bien mener cette conduite du changement pour l'adaptation d'un marchand ou d'un logisticien aux contraintes du e-commerce? Bien sûr. En tout cas, merci Talal d'avoir bien donné un exemple extrêmement concret de la difficulté justement aux entreprises de s'adapter aux exigences d'aujourd'hui et au monde logistique d'aujourd'hui. C'est une pression énorme sur les process internes d'une entreprise. Et le digital ou le e-commerce impose justement une torsion des pratiques, on va dire, traditionnelles de l'entreprise. Et donc ça passe inévitablement par de la conduite du changement pour que cette transformation digitale puisse se réaliser et pour que, in fine, on soit une entreprise ou un distributeur ou un retailer soit en mesure justement de répondre aux exigences. Donc la transformation digitale, c'est avant tout un changement de mindset. C'est l'entreprise, du top management jusqu'au dernier maillon de la chaîne, qui prend connaissance et réalise que s'ils ne s'adaptent pas aux besoins d'aujourd'hui, demain, ils n'existeront plus. C'est une question de survie. Et donc, dans la mesure où le top management réalise que voilà, il y a d'un côté une question de survie, mais aussi des gains à aller chercher en termes de productivité, en termes de réponse aux exigences des consommateurs, en termes d'amélioration et optimisation des processus. Donc là, on va dire l'engrenage se fait de lui-même. Donc, à mon avis, la première étape déjà, c'est qu'il y ait un consensus sur le pourquoi on se transforme. Deuxièmement, c'est qu'on puisse avoir des idées claires sur les étapes de transformation. C'est un process qui est long. Mais s'il est bien accompagné et bien expliqué, il peut justement se réussir étape après étape. Et il faut commencer par ce qui est tout de suite visible. Donc, à titre d'exemple, dans le cas d'Electroplanète, on a eu besoin justement de transformer l'entreprise d'un point de vue digitalement. Et le e-commerce a été une des premiers projets qu'on pouvait déployer pour démontrer l'efficacité ou en tout cas la nécessité de la chose. Ça s'est fait en 3 étapes. Première étape déjà, c'est de montrer qu'on était capable de digitaliser notre offre et de la positionner face à un client qui était toujours demandeur de plus d'informations. Donc mettre en place un catalogue en ligne avec tous les détails produits, au même titre qu'un des meilleurs retailers en France, sans le citer, avec toutes les caractéristiques produits. Et les niveaux de stock, magasin par magasin. Donc déjà là, on a commencé à démontrer que par ce travail, on était capable de rassurer des clients par rapport à l'offre que nous avons et aussi à drainer du trafic dans les magasins. Deuxième étape, c'était de développer le click and collect pour justement s'assurer que les process qui sont définis dans les magasins puissent se digitaliser dans des outils et qu'on puisse réussir à justement avoir une certaine rigueur dans les tâches et les opérations. Et c'est ce qui a permis donc à un client de pouvoir commander n'importe où, de récupérer dans le magasin de son choix, au moment de son choix, et de payer au moment qu'il le souhaite, soit en ligne, soit en magasin. Et la troisième étape, c'était justement de faire du ship from store, c'est-à-dire de connecter tous les magasins, tous les stocks des magasins au site e-commerce, et que justement qu'on puisse se brancher à une force logistique qui se veut de livrer le Maroc entier. Donc si vous voulez, la transformation digitale, elle s'est faite d'abord en planifiant les étapes d'un projet qui est structurant et qui va donner donc des résultats palpables. Mais ces étapes-là aussi, elles se sont faites crescendo tout en impliquant les personnes ressources.
bien des initiatives sont top-down, mais si les équipes participantes sont pleinement partie prenante de chaque étape, la transformation digitale a de meilleures chances de succéder et surtout d'adhérer. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que pour les enseignes traditionnelles, les personnes qui sont en magasin, le e-commerce pourrait être un concurrent. Il va leur drainer il va leur piquer de la clientèle, il va mettre de la pression sur leurs activités, il va peut-être venir mettre la loupe sur les éventuels écarts qu'ils puissent avoir. Mais dès lors où on leur explique que, ils font partie du changement et de la pérennisation de l'entreprise, ils se sentent valorisés, ils adhèrent au concept, ils y participent. Donc ils préfèrent être dans le nouveau système que de se retrouver en dehors de ce système qui inévitablement sera là tôt ou tard. Donc, première chose d'adhésion. Et in fine, le partage de la valeur. Donc, bien entendu, c'est des nouvelles méthodes, des nouvelles pratiques, une génération de valeur qu'il va falloir savoir justement répartir en termes, on pense par exemple à de l'incentivation par rapport à l'effort qui est réalisé dans chacun des process. Ça met une pression sur la mise en place et la mise en œuvre des actions, parce que chaque étape, chaque activité doit être bien définie et surtout bien suivie et bien mesurée, de sorte à pouvoir rétribuer les parties prenantes en bonne conséquence. Donc si on reprend les 3 dernières étapes, 1, avoir une vision partagée entre le top et le reste de l'entreprise. 2, avoir une roadmap bien définie et qui est capable de faire adhérer l'ensemble étape par étape avec des résultats palpables. Et troisièmement, être en mesure de rétribuer la valeur générée projet par projet, étape après étape, à l'ensemble des parties prenantes. Merci. Et puis, si je peux juste compléter pour finir avec l'une de vos expressions, vous l'avez dit, la transformation culturelle, c'est que les employés comprennent que le client n'est pas le client du e-commerce, n'est pas le client du magasin, c'est le client du groupe. Parce que pour le client, lui, quand il vient acheter, il s'en fout de savoir si tu es un employé du magasin ou si tu es un opérateur sur la logistique ou si tu es le modérateur sur le chat e-commerce. Pour lui, il achète un produit et au final, l'expérience qu'il a, elle dépend de tout le monde. Donc, il y a cette transformation culturelle à opérer. Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense qu'on arrive au terme. En termes de timing, il nous reste vraiment 4-5 petites minutes. S'il y a des questions dans la classe, on va en prendre peut-être 2 ou 3 avant de clore. Je vous en prie. On va juste vous passer un micro parce que sinon, on aura du mal à entendre votre... Je parlerai de la CNSS, de ces coursiers. Est-ce que ces gens-là sont des gens qui travaillent en journée? Je ne veux pas être filmée, merci. Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ont une couverture sociale, hein? C'est quelque chose qui fait mal, mais j'aimerais bien en parler parce que maintenant les coursiers, M. Bilhayoun a dit que c'est la logistique et l'épine dorsale. Moi, je dirais que le last leg ou le last mile, c'est ce qui fait la différence dans le transport pour un repas chaud ou pour une livraison. Le chat aussi. Maintenant, on est en train de travailler sur le robot, comment on appelle ça, tout ce qui est robotisation, automation. Donc, on a des chats, on a des robots qui répondent, et des fois, ils répondent mieux que l'humain. Est-ce que l'humain est initié et formé pour donner à ce que ce client veut en termes de réponse et en termes de qualité? Je sais que toutes ces entreprises, vous faites tous un énorme travail au niveau de la logistique, au niveau du service, mais soyez sûrs qu'une ressource derrière un PC manque à 5% ou à un millième de pourcent à une réponse, il peut vous gâcher tout ce que vous faites en amont. Est-ce que vous pensez à cela? Et moi, je parle surtout des coursiers parce que maintenant, tout le monde veut les choses en illico presto. J'ai fait affaire à plusieurs commandes juste pour tester en commande en digital. J'ai été déçue pour des réponses, pour des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Mais je suis sûre que derrière, les entreprises font un travail colossal. Très bien. Voilà, merci. D'autres questions? On va en prendre, avant d'essayer d'y répondre. Monsieur et puis monsieur.
bonjour. Vous pouvez peut-être vous présenter, Justin, parce que... Oui, oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, bonjour. Alors, Tachfin Ajdir, je suis partenaire supply chain au cabinet de conseil New Age Consulting. En fait, ma question va s'adresser à M. Olivier Pillon. En fait, je voudrais parler d'un phénomène typiquement marocain, parce que moi qui ai vécu un peu à l'étranger, en fait, à chaque fois que j'achète en ligne, je reçois au moins 2-3 appels. Et en fait, le premier appel, oui, tel produit, on n'a pas trouvé avec quoi on va le remplacer. Deuxième appel, le livreur, est-ce que vous pouvez m'envoyer la localisation ou m'indiquer où vous habitez? Et des fois, même un troisième appel, je vous informe que votre livraison a bien été faite. Donc, en fait, moi, ma question, est-ce que ces appels ne viennent pas cacher certains dysfonctionnements? Est-ce que si on avait, par exemple, un IT haut niveau, avec un ERP qui communique le stock toutes les 10 minutes au site e-commerce, on n'aurait pas un taux de service avoisinant les 100%, ce qui enlèverait la première question. Est-ce qu'on avait, si on a des livreurs qui sont bien outillés et bien formés avec des outils qui leur permettent de retrouver l'adresse, ils sont formés pour retrouver les adresses, est-ce qu'on n'aurait pas un cercle? Parce que moi, ce qui m'arrangerait, c'est je passe ma commande en ligne et elle arrive, moi, j'ai pas besoin qu'on m'appelle. Surtout que des fois, on est en réunion le matin et je trouve jusqu'à 4-5 appels en absence du livreur. Enfin, voilà, moi, j'ai peut-être même oublié ce que j'ai commandé. Et franchement, moi, après 1 heure, je suis incapable de citer 5 produits que j'ai commandés. Donc... Très bien. Très bien, merci. Peut-être une troisième question? Oui, bonjour, Philippe Blondel, consultant d'organisation. Je reviens sur ce qu'avait dit Madame, et entre autres sur le last mile. Et est-ce que ceux qui sont spécialisés justement en ayant une flotte incroyable de livreurs ne pourraient pas, s'il vous plaît, leur apprendre à respecter le code de la route, à conduire poliment et prudemment, à ne pas prendre les sens interdits? Et la meilleure solution serait peut-être que vous, l'employeur, vous les sanctionniez pour tous les déplacements, plutôt que d'attendre qu'ils aient des procès-verbaux. Parce que c'est une honte, c'est un scandale, c'est un danger public de voir comment ces gens circulent en ville. Très bien. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour que ça change? Bien, donc on a nos 3 questions. Je ne sais pas si qui voudrait, Monsieur Pillon, je vous en prie. Je vais répondre un peu aux différentes questions. Déjà, j'ai beaucoup aimé vos questions parce que ce sont réellement des sujets centraux auxquels on a beaucoup réfléchi. Et c'est vrai que l'expérience Marjane, lorsqu'on a démarré au tout début notre projet e-commerce, comme souvent, on commence par de la technologie. Et au début, c'est quasiment que de la technologie. On se dit, le sujet est technologique. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de tech à mettre, c'est compliqué, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Mais lorsqu'on a commencé les premières expériences, parce qu'avant de l'ouvrir au grand public, on l'a testé entre nous, beaucoup, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait encore plus d'humains que de technologie. La technologie est essentielle, mais encore plus peut-être sur le métier alimentaire, où, comme je vous le disais, l'expérience client est clé, on manipule des produits vivants. L'humain est essentiel. Et derrière, en fait, on a passé encore plus de temps sur l'humain que sur la technologie. Ce qui fait qu'en fait, le travail, les nouveaux métiers qu'on a inventés, de préparation en magasin, de livreur sur les courses alimentaires, les courses Marjane, se sont révélés être des métiers à valeur ajoutée et intéressants pour nos collaborateurs. Et nous, on a choisi d'avoir effectivement que des collaborateurs vraiment spécialisés sur ces métiers. C'est pour ça que les courses Marjane, vous êtes livrés par des livreurs qui ne font que ça, qui ne font que de la livraison Marjane, parce que c'est un vrai métier et le contact client est essentiel, parce qu'à la fin, lorsque le livreur vous livre vos courses, c'est le seul contact que vous avez avec Marjane. Donc c'est toute l'image de Marjane qui représente. Et il va vous aider à déballer vos courses. Souvent, il va vous proposer et vous aider à contrôler les courses. Il va éventuellement intervenir sur le règlement si vous payez en cash ou en carte bleue au moment de la livraison. Donc ce contact est vraiment essentiel. C'est pour ça que le côté humain, le côté formation est vital là-dedans. Et effectivement, votre question, j'ai beaucoup aimé parce qu'on se l'est dit souvent et on y a beaucoup réfléchi. Et comme on le teste nous-mêmes, évidemment, on s'en rend compte aussi, on a mis toute la tech derrière. Je suis bien placé pour le savoir. Je sais que les livreurs, ils ont une application mobile qui leur dit exactement l'adresse géolocalisée, etc. Et
À chaque fois, moi-même, je me dis, mais pourquoi il m'appelle pour me dire je pars du magasin, j'arrive, je suis en route, tu peux me rappeler ton adresse? Je sais qu'il a l'application. Bon, ça, à partir du moment où on met de l'humain, et peut-être il y a aussi un côté culturel, où vraiment on a encouragé nos livreurs et nos préparateurs à développer ce côté humain, bah, ils le développent. Et pour avoir fait des enquêtes auprès de nos clients, c'est vrai que beaucoup de nos clients apprécient ce côté humain, parce qu'ils aiment bien être appelés par leur livreur, etc. Et d'autres, c'est vrai qu'il y a des moments, vous n'avez pas envie, vous êtes au bureau, vous êtes en train de travailler, vous êtes dérangé par un appel téléphonique pour vous dire c'est bon, je suis ton livreur, je pars du magasin. On aurait pu s'en passer. Bon, donc on devrait pouvoir choisir, cocher je veux être appelé ou je ne veux pas être appelé. C'est vrai. Mais c'est aussi le côté sympathique de l'affaire. Très bien. Est-ce que d'autres voudraient intervenir éventuellement en réponse aux 3 questions? C'est Talal, oui. Oui, j'ai envie de vous dire, c'est votre faute. Hein. Et oui, c'est votre faute, je vais vous dire pourquoi. Je vous donne un exemple très simple. Nous, au niveau du groupe, c'est 360 livreurs. 360 livreurs. 360 livreurs, il y a 0 intérimaire, il y a 0 indépendant. Ce sont tous des salariés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des grands groupes, je les vois ici dans la salle, hein, mon ami Joumia, il y a pas mal d'entreprises, c'est des gens sérieux. Il y a des programmes de formation, il y a une direction des ressources humaines, et on a compris que la qualité était importante. Il faut former des gens sur les PDA pour la livraison, et puis il y a aussi un rôle social et sociétal. Mais je suis désolé, aujourd'hui, on voit depuis quelques années se développer énormément de petits transporteurs qui ouvrent un petit garage, 3-4 motos, et qui va faire la livraison à 10 dirhams le colis. Quand vous demandez une livraison, vous achetez un article, ça vous dérange de payer 4-5 dirhams de plus, 6 dirhams de plus, et jouer ce rôle social et sociétal, et tirer vers le haut? Malheureusement, il y a des gens qui cherchent que le prix. Ben, vous savez, que le prix, à un moment donné, ça ne fait que tirer le marché vers le bas, et ça crée ce qu'on appelle un secteur informel. Et dans tous les métiers, je ne parle pas uniquement au niveau de la livraison, dans la logistique, nous on opère dans la logistique, 234 000 m², c'est pas rien. Et Hicham, j'ai eu la chance de travailler avec lui sur une grosse plateforme qui est Carrefour, pour pas les citer, sur 100 000 m². Mais ça a pu se développer parce qu'il y a des gens qui ont cru, qui veulent de la qualité, qui veulent la traçabilité, qui veulent une DLC, une date de consommation qui soit respectée, qui veulent pouvoir aller en rayon, trouver une multitude de références, qui veulent... D'accord? Mais maintenant, quand vous avez derrière des clients qui vous donnent prix uniquement, et ben, automatiquement, ça tire le marché vers le bas et vous créez cette distorsion dont vous parliez. Ce que vous disiez tout à l'heure, vous parlez de livreurs sur les routes, moi je les vois effectivement comme vous, qui font n'importe quoi, mais à la limite, ce gars-là, il faudrait un cadre juridique. Et s'il y a une pression des consommateurs, les pouvoirs publics vont suivre. Je suis bien passé pour savoir depuis 26 ans. Dans le domaine politique, je suis désolé, ce sont les citoyens qui font la pression. Et c'est eux qui imposent aux politiques de sortir des lois, des réglementations, et peut-être réglementer ce marché, comme vous disiez à juste titre. Maintenant, pour répondre à votre question, faites-vous livrer en consigne automatique, vous n'aurez plus de problème. Eh bien, oui, Hicham Pour Kitsan. compléter la réponse, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui nous taraude énormément. Et je crois que c'est Olivier qui en a parlé. Mine de rien, on peut avoir les meilleures idées, les meilleurs outils. La seule expérience qui vaille pour le consommateur, c'est la personne qu'il aura en face de lui, soit effectivement le livreur, soit effectivement le service client, parce que vous parlez, madame, des services clients, qui va le rassurer quand il y a un problème. Effectivement, c'est 80% de l'expérience. Okay ? Maintenant, le sujet est devant nous. Le sujet est devant nous, et je crois que si Mohamed est pas mal impliqué dans le sujet de mettre en place effectivement tout le cadre juridique nécessaire, et notamment pour le last mile et pour le livreur, pour faire en sorte qu'il y ait des barrières à l'accès. Voilà. C'est-à-dire, ne peut pas être livreur qui veut, ne peut pas faire de last mile qui veut, et qu'il y a un certain nombre de... Aujourd'hui, le statut de livreur, je pense qu'il n'existe pas. Hein. Enfin, le métier n'est encadré par pas grand-chose. Hein. Tout le monde, et notamment les acteurs structurés et le consommateur, ont intérêt et que ça se passe. Aujourd'hui, le livreur, c'est malheureux de le dire, reste un métier de passage, n'est pas encore un métier où on peut faire carrière. Okay ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les efforts de formation, d'accompagnement, ne serait-ce que alors un sujet un peu bête, hein, ce qu'on appelle le branding, okay ?
C'est-à-dire faire en sorte que les livreurs aient une casquette, aient une veste, aient un pantalon, et mettent leur casque, etc. On peut investir ce qu'on veut. Tant que ça reste un métier qui n'est qu'un métier de passage, qu'un métier pas stable, parce que pas suffisamment reconnu, parce que pas suffisamment couvert, on aura... Voilà, c'est un pipe. Il y a des gens qui rentrent, qui passent 6 mois dedans et qui ressortent. Voilà. Donc, les former, c'est comme si on met de l'eau dans du sable quelque part. Voilà. Donc, c'est une nécessaire refonte qui est devant nous. L'accélération du e-commerce est quelque chose qui va œuvrer dans ce sens-là, mais je rejoins Mohamed dans le sens où aussi notre rôle de consommateur est aussi de pousser pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, juste un petit aparté sur l'histoire des adresses. On a un problème aujourd'hui au Maroc de localisation des adresses qui est réel. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, on avait mené une enquête, environ 20 à 30% des adresses qui sont renseignées sur un site e-commerce ne sont juste pas exploitables. Ça explique une partie du fait de demander la géolocalisation ou appeler, etc. Là aussi, ça n'explique pas tout, mais c'est un phénomène effectivement qui rentre en jeu dans la nécessité d'un contact à un moment téléphonique avec le client. Voilà. Je suis désolé, je vais rebondir sur un point. Ce qu'il vient de dire, c'est très important. Je m'adresse à vous, mais je m'adresse à tout le monde. Hein. Vous savez pourquoi une partie des adresses sont fausses? Parce que les commerçants qui vous a vendu la marchandise, ils vendent au black. Il ne veut pas être tracé au niveau des factures. Quelle garantie vous avez demain si vous mettez une pommade et que votre peau, je ne sais pas ce qui va arriver? Vous n'avez aucun recours, vous n'avez rien du tout. Les risques est énorme. Pour économiser 30 dirhams sur un article, vous prenez un risque de santé extrêmement élevé. Tracez-le, vous allez voir. Regardez les gens qui vous vendent. Est-ce que c'est des structures? Est-ce que c'est des marketplaces connus, reconnus? Vous avez une garantie, vous avez une tierce partie qui est là pour vous garantir la qualité et surtout en cas de problème, vous pouvez exercer un recours. Vous avez un livreur d'un quartier de je ne sais où qui vient livrer, d'un commerçant ou e-commerçant peut-être qui est mjhoul. Le risque est extrêmement élevé par rapport... Enfin, l'enjeu est trop important. Très bien. Alors, c'est vraiment... Dernière remarque. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Il y a un site de e-commerce que je ne citerai pas, qui est un des plus renommés du Maroc, qui ne donne jamais de facture. Alors, ne me dites pas que c'est le petit commerçant du coin qui peut faire du blague. Le gros commerçant de tout en haut, il veut en faire aussi. Très bien. Et en plus, l'histoire de monsieur a raison, sauf que si peut-être tous ces livreurs temporaires avaient un statut, avaient une couverture sociale, avaient une assurance maladie, etc., ça se passerait peut-être différemment. Juste pour clôturer, parce que je sais qu'on n'a plus vraiment le temps, mais... Oui, parce qu'on est tenu par le... La CGM est une confédération générale d'entreprises du Maroc qui regroupe aujourd'hui plus de 54 associations, mais surtout 33 fédérations dans 12 régions. On est le seul interlocuteur avec le secteur public. C'est nous qui représentons le secteur privé. Juste pour votre information, tout ce que nous faisons au niveau de la Confédération, on ne peut le faire que sous la pression des citoyens et à la demande des citoyens. Quand on introduit des projets de loi au Parlement pour qu'ils soient votés en première et deuxième chambre, ce n'est que sous la pression des citoyens et à la demande des citoyens. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette conscience aujourd'hui qui émerge. Aujourd'hui, je suis content de voir qu'effectivement, il y a eu 2 réactions à ce sujet-là. Elle doit émerger, ça doit devenir un sujet social. Et croyez-moi que ça sera mis sur la place publique et sera traité. Merci beaucoup, Si Mohamed, pour cette réponse avec la casquette CGM. Merci beaucoup aux intervenants pour vraiment le partage de votre expérience. J'espère que ça a été enrichissant pour les participants. Merci à vous pour votre écoute et puis à très bientôt, j'espère.